21h18, vous êtes sur LCI, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, c'est l'heure du débrief avec vous. Renaud Pilat, bonsoir. Bonsoir Hélène. Comme tous les soirs, et puis le Pôle Express comme tous les soirs aussi de Julien Arnaud, ce sera dans un quart d'heure. On va commencer avec la disparition programmée du RSI, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, le régime social des indépendants. Il faisait quasiment l'unanimité contre lui, bien l'exécutif lui a donné le coup de grâce ce matin. Chacun a essayé de bien faire, mais objectivement le dispositif n'était pas à la hauteur des enjeux et à la hauteur de la qualité de service à laquelle les Français ont droit. On aurait pu continuer à bricoler, à se reposer sur des agents qui se battent pour faire en sorte que le système fonctionne. Mais le président de la République a souhaité vous proposer un nouveau départ. Et ce nouveau départ, ce sera à compter du 1er janvier 2018. Voilà, enterrer le RSI, c'était une promesse de campagne du candidat Macron, c'est donc fait. Mais quelles conséquences maintenant? Quel système pour le remplacer? On en parle avec notre invité du soir. Bonsoir Bernard Stalter, vous êtes président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et les plus attentifs d'entre nous. En regardant cette image et en écoutant cette déclaration d'Édouard Philippe, vous aurez peut-être vu sur ces images, vous étiez juste derrière le Premier ministre, ça veut dire que vous étiez aux premières loges pour ce déplacement. Alors il n'était pas venu seul, il y avait toute une délégation gouvernementale. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'accueil qui a été réservé à Édouard Philippe et à 3 de ses ministres qui étaient avec lui et il l'a tweeté, ils ont pris le TGV tôt ce matin pour venir à Dijon. Il y avait une grosse attente. Il y avait une grosse attente des artisans, des organisations professionnelles, des chambres consulaires. Et je crois que l'annonce qu'a fait le Premier ministre avec ses collègues ministres était une annonce qui était intéressante et qu'on attendait, mais on est confiant aujourd'hui sur la mise en œuvre de ce nouveau fonctionnement. Donc ce sera toujours un régime spécifique pour les artisans qui sera adossé aux URSSAF et surtout, il n'y aura pas de charges plus importantes. Il a même pris un engagement que dans les courtes années à venir, il y aura même une baisse des charges, ce qui compensera l'augmentation de la CSG. Alors on va revenir dans le détail sur les mesures, mais sur la forme, c'était important qu'Édouard Philippe se déplace avec, on l'a dit, 3 de ses ministres. Il a fait le choix, évidemment, ça va vous parler, d'aller d'abord chez un coiffeur. Il faut dire que vous représentez les 170 000 coiffeurs de France. C'était un peu cousu main ce déplacement, c'était très travaillé. Ah mais je pense qu'un déplacement, il doit être travaillé. Mais je pense que ça concernait surtout les indépendants où il y a beaucoup d'artisans qui sont concernés. Et je pense que le gouvernement, sur l'engagement que le président de la République, comme candidat Emmanuel Macron, avait pris, c'était un engagement de supprimer le RSI. Il n'a jamais dit qu'il supprimait les cotisations sociales. Il supprimait le RSI qui avait effectivement, historiquement, des difficultés de fonctionnement. Donc aujourd'hui, cet engagement est respecté. Qu'il l'annonce devant le réseau des chambres des métiers, devant les organisations professionnelles, qui sont les représentants, je crois que c'est une bonne annonce. C'est l'endroit qui visite un food truck, un salon de coiffure, pour montrer des signes à des secteurs qui ont besoin de reconnaissance, qui manquent de personnel qualifié. C'était plutôt bien préparé comme déplacement. Mais puisqu'on en est à la méthode, on s'intéresse beaucoup à la méthode de ce gouvernement, puisqu'Emmanuel Macron veut révolutionner la façon de faire de la politique et de transformer, on ne dit plus réformer, transformer le pays. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de concertation depuis plusieurs semaines sur cette réforme-là avec vous? Est-ce que vous avez été surpris de ce qui a été annoncé? Alors, il y a eu des concertations. J'ai eu l'occasion de rencontrer Gérald Darmanin, j'ai eu l'occasion de rencontrer Bruno Le Maire, j'ai eu l'occasion de rencontrer encore aujourd'hui Muriel Pénicaud. Effectivement, mes collègues, des responsables des organisations professionnelles, comme Alain Griset au sein de l'UDP, a été reçu régulièrement. C'est vrai qu'il y a une concertation. Et ça se passe comment? Il y a du donnant-donnant, vous demandez peut-être un peu plus, on vous dit ça c'est pas possible, on regarde. C'est une vraie concertation? Mais je crois qu'il n'y a plus de négociation aujourd'hui. Je crois qu'on est tous dans un intérêt de construire un pays. Et je crois qu'au moment des élections, chacun demande à ce qu'on se réforme ou qu'on se transforme. Oui. Et
Après, on ne touche pas à soi. À un moment ou un autre, il faut qu'on construise l'avenir de notre pays ensemble. Et j'ai l'impression qu'on a un gouvernement qui est à l'écoute. Je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des organisations professionnelles ont fait des sorties très positives sur cette réforme. D'accord. Parce qu'il y a eu consultation, parce qu'il y a eu réflexion, parce qu'il y a eu construction. Et maintenant encore, il faut voir comment tout ça se met en œuvre. Parce que l'objectif, c'est quand même de le mettre en douceur, ça a été dit, jusqu'en décembre 2019. Parce que justement, ils ne veulent plus vivre ce qu'a vécu la construction du RSI. Donc Alors, on avait des sujets comme les... On va venir, je crois, au fonctionnement. On va d'abord peut-être rappeler, puisqu'on en parle, ce qu'est le RSI, c'est le régime social des indépendants. Il est né en 2006 et il régit aujourd'hui les droits sociaux de plus de 6 millions de personnes. Il est né de la fusion de 3 caisses de protection sociale avec obligation de s'affilier pour les artisans, les commerçants, les professions libérales. Et la Cour des comptes, en 2012, avait parlé de catastrophe industrielle. Vous, pendant la campagne, vous n'hurliez pas tant que ça avec les loups qui disaient il faut supprimer le RSI. Vous étiez plus prudent, plus sceptique, plus dubitatif. On vous sent convaincu ce soir. Alors, on était sceptique parce qu'il ne fallait pas que pendant la campagne électorale, on dise on supprime le RSI et il n'y a plus de charge sociale. Il fallait non plus pas faire rêver sur des rêves qui n'étaient pas accessibles. Donc, on disait le RSI, on peut le maintenir. Il faut humaniser le RSI. Il faut qu'on ait plus de contact avec les personnes. Mais aujourd'hui, je peux être d'accord avec ce qui est en train de se faire, et les organisations professionnelles l'ont dit, qu'on peut être d'accord, parce qu'aujourd'hui, on garde la spécificité des indépendants, adossée à l'URSSAF, tout en maintenant les charges qu'avaient les artisans aujourd'hui, et je le répète, ça a été dit... Mais non, pardon, on répare en fait pour tous les gens qui nous regardent ce soir et qui ne sont pas forcément artisans, commerçants ou professions libérales, même si les indépendants, c'est 6 millions, je crois. 6 millions, c'est énorme. 6 millions, c'est énorme. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, ce qui a totalement dysfonctionné depuis 11 ans pour réformer ce RSI, c'était, je crois, la mécanique. C'est-à-dire que concrètement, quand on avait une question, par exemple, on n'arrivait absolument pas à avoir quelqu'un au téléphone. Il y avait des erreurs de calcul, du retard dans le versement des prestations. Est-ce que là, en termes de protection, même de simple échange de personne à personne, est-ce que ce système-là, l'affiliation au système général, via un guichet spécifique? Parce qu'en réalité, il ne disparaît pas complètement, ce RSI. Non, c'est via un guichet spécifique. Alors, pardon, c'est de l'avenir qui nous le dira. Mais je pense, le fait que le gouvernement dit on va y aller en douceur jusqu'en décembre 2019 permettra d'adapter surtout les logiciels. Parce que tout au niveau de la construction du RSI a beaucoup, excusez-moi du terme, bugué sur les rapprochements de logiciels. Et après, on n'a plus réussi à humaniser cette structure. Ça a été un grand ratage informatique, en fait, comme on a pu le connaître dans d'autres administrations. C'est le ratage informatique qui a fait plomber cette réforme. Et des fusions de 3 caisses. Oui. Des fusions de 3 systèmes informatiques qui devaient aller très vite. Et donc là, on se prend un tout petit peu de temps, le gouvernement se prend un tout petit peu de temps. Il n'y aura plus qu'un guichet. Il y aura un guichet qui sera adossé à l'URSSAF, mais qui sera toujours avec une gouvernance spécifique, avec le régime spécifique, avec les charges spécifiques, toujours adressé aux indépendants. Et on va accompagner le gouvernement autant dans la communication et dans la mise en place du régime, parce qu'aujourd'hui, on a tous intérêt à ce que ça marche. Vous avez intérêt à ce que ça fonctionne. Avant, parce que nous souhaitions aussi parler avec vous de l'apprentissage. C'est un sujet important. Je rappelle donc quelques annonces de ce plan indépendant. La suppression du RSI, donc la hausse de la CSG, la baisse des cotisations sociales et puis une année fiscale blanche pour les créateurs d'entreprises. Ça fait partie des mesures qui ont été annoncées par Édouard Philippe ce matin. Vous étiez avec lui. Et puis cet après-midi, vous avez aussi rencontré la ministre du Travail, journée chargée. Vous avez parlé apprentissage. Alors oui, je crois qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous devons valoriser l'apprentissage. Je crois qu'aujourd'hui, quand on voit que dans l'artisanat, on a à peu près 1 million de postes à pourvoir, et que d'un autre côté, au 14 juillet, il y avait encore presque 80 000 étudiants qui n'avaient pas de faculté. Vous dites, pardon, 1 million de postes à pourvoir, le chiffre... On a 1 million de postes à pourvoir aujourd'hui. Vous pourriez créer 1 million d'emplois ? Non, on les a. Vous les avez. Il n'y a pas d'apprentis disponibles, il n'y a pas de personnes disponibles. Aujourd'hui, permettez-moi d'être coiffeur 30 secondes. Non, un métier qui était toujours, qu'il fallait dire, on n'a plus assez de collaborateurs, même dans la coiffure, que ce soit dans le bâtiment. Et je pense qu'aujourd'hui, la France risque d'avoir une reprise. On le sent, il y a des frémissements. Elle va être freinée par un manque de personnel qualifié. Donc je crois que l'éducation nationale,
les régions, l'État, les chambres consulaires, on devrait tous se mettre autour d'une table avec un intérêt commun. C'est la réussite de nos jeunes et la réussite de notre pays. Mais est-ce qu'il ne faut pas changer les mentalités? Parce qu'il y a quand même beaucoup de difficultés, on le sent, et je ne sais pas, vous me direz peut-être ce que prévoit de faire le gouvernement, pour dire devenez apprenti, vous verrez, c'est pas une voie de garage, c'est pas un second choix. Dans les familles, on sait bien, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller forcément à la fac, vous pouvez trouver un travail qui vous convient et qui se fera via l'apprentissage. Mais ça, c'est un message qui ne passe pas aujourd'hui. Mais nous devons essayer de le faire passer. Mais comment? Alors, de nommer des ambassadeurs. Et ça ne peut pas être des ambassadeurs uniquement du 440. Si on nomme des ambassadeurs, il faut qu'on nomme des ambassadeurs qui sont passés par l'apprentissage, qui ont réussi. Pierre Hermé est présent dans le monde entier, est passé par l'apprentissage. Le boulanger Kaiser est passé par l'apprentissage. C'est des réussites. Natacha Polony a dit l'autre jour dans un éditorial, notre pays crève de mépriser l'artisanat. Elle le dit également souvent sur LCI. Vous avez vu les propos du PDG de Mendy, Antoine Frérot, il y a quelques jours, qui disait, on l'interrogeait sur l'apprentissage, il disait c'est formidable, et vos enfants, mes enfants ils étaient trop brillants. Est-ce que c'est cette culture qu'il faut changer? J'ai aussi entendu aujourd'hui Guéant qui disait il a dû magouiller pour payer mieux son directeur de cabinet, parce que sinon il ne gagnait pas plus qu'un coiffeur. Je pense que ce n'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Moi, je suis fier qu'un coiffeur gagne bien sa vie. Moi, je suis fier qu'on réussisse. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut montrer des gens qui ont réussi. Et aujourd'hui... Juste d'un mot, dans la formation, le point de blocage qu'il faut enlever, c'est quoi pour que ça aille mieux? Le verrou qu'il faut faire sauter aujourd'hui. Confiance et image. Confiance et image de réussite. Aujourd'hui, 85% des jeunes qui passent par l'apprentissage trouvent un emploi. Ça doit parler aux parents. 50% des chefs d'entreprise dans notre pays sortent de l'apprentissage. Ça doit parler à une société. Donc, pédagogie à l'école, dès l'école en fait. Et j'ai rencontré Muriel Pénicaud aujourd'hui qui dit qu'on va mettre un vrai plan en place pour l'apprentissage. Emmanuel Macron l'a dit pendant la campagne, je l'ai reçu à Rungis, il a donné ses messages forts. Là aussi, on accompagnera le gouvernement pour la réussite de notre pays. On sent qu'ils ont réussi en tout cas à vous mettre en confiance. Je rappelle quand même ce chiffre que vous nous donniez. Il y aurait, nous dites-vous, 1 million de postes à pourvoir dans l'artisanat. Merci beaucoup Bernard Stalter, à suivre. Évidemment, comme tous les soirs, c'est le Pôle Express de Julien Arnaud. Il nous rejoint dans un instant. Le temps de vous rappeler les autres grandes informations de cette soirée. Irma d'abord et ses vents à plus de 200 km/h qui s'approchent des Antilles. Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Martinique et la Guadeloupe sont en alerte rouge. L'ouragan est passé dans la journée en catégorie 5, ce qui le rend extrêmement dangereux. Des évacuations ont eu lieu. C'est ce qu'espéraient quelques 4000 patients. Un grand procès du Mediator. Il devrait avoir lieu. Les juges d'instruction chargés de ce dossier viennent de décider que les laboratoires Servier et l'Agence du médicament allaient s'expliquer devant un tribunal. Le Mediator a été retiré du marché en 2009. Cet antidiabétique, souvent utilisé comme coupe-faim, aurait pu causer la mort de près de 2000 personnes. Et puis, une enquête pour vol avec arme est ouverte à Paris après l'agression de l'ancien secrétaire d'État, aujourd'hui sénateur de l'Essonne, Jean-Vincent Placé. Il a été molesté dans la nuit de samedi à dimanche par plusieurs individus qui n'ont pas été identifiés pour le moment. Et c'est l'heure du Pôle Express. Bonsoir Julien Arnaud. Bonsoir Hélène Lecomte. Bonsoir, toute l'actualité politique comme chaque soir compilée, décortiquée. On va commencer par un chiffre ce soir. 5. Comme le 5 septembre, c'est aujourd'hui, surtout comme les 5 €. Souvenez-vous, près de 2 mois après la polémique, avoir créé la polémique en annonçant une baisse de 5 € de l'aide au logement, eh bien Emmanuel Macron a appelé aujourd'hui publiquement tous les propriétaires à baisser les loyers de 5 € par mois. C'était lors d'un discours devant les préfets à l'Élysée. Écoutez. Je n'ai jamais entendu quelqu'un féliciter l'État des 5 € d'augmentation il y a quelques années des mêmes APL. Pour une raison simple, les propriétaires avaient augmenté de 5 € le loyer. J'ai été surpris du silence collectif de ne pas appeler les bailleurs sociaux, les propriétaires à baisser de 5 € le prix du logement. C'est ça, la responsabilité collective. C'est ça ce qu'il faut faire à partir du 1er octobre. J'appelle publiquement tous les propriétaires à baisser de 5 € le loyer par mois, si on veut accompagner les locataires. L'État n'a pas à payer tout. Alors, est-ce que cet appel sera entendu par les propriétaires? Donc 5 comme
5 sur 5, mais le message n'a pas été Pas reçu forcément 5 non sur plus 5. reçu par les propriétaires, on va le débriefer avec Renaud. Et par les politiques, regardez juste un tweet, celui d'Éric Ciotti, qui s'affiche sur votre écran. Macron fait peser sur les autres ses erreurs politiques, encore une preuve d'amateurisme supplémentaire. #APL. On passe au candidat du soir. Maël de Calan et de 6 candidats Ah oui, pour ça y est. la présidence du parti Les C'est pas 5 Républicains. cette fois, hein, C'est 6. Juppéiste, mais il ne va pas se présenter seul, dit-il, puisqu'il y aura une direction collégiale, donc plusieurs noms qui vont l'entourer, même si c'est lui qui mènera et qui portera cette candidature. On retrouvera à ses côtés notamment le maire de Reims, Arnaud Robinet. Alors quand on demande à Maël de Calan, lui qui veut incarner la fraîcheur, le renouveau, ceux qui pensent de l'expérience, des hommes et des femmes d'expérience, écoutez, il était ce matin chez nos confrères de France 2. L'expérience, évidemment, ça a de la valeur en politique. On ne peut pas découvrir comme ça des sujets qui sont d'une grande complexité. En revanche, l'expérience, ça ne peut pas être en permanence le retour de la vieille garde. Voilà, Maël de Calan qui ne veut pas le retour de la vieille garde, et il sera d'ailleurs l'invité de Politiquement Chaud demain soir entre 20h et 21h. Et nous serons au rendez-vous, évidemment. La coupe du soir. Coupe comme une coupe de... Pas une coupe, une Non. remise de trophée, non. Coiffure. Coupe de cheveux. Ouais, vous allez faire couper les cheveux. Direction un salon de coiffure où se trouvait ce matin le Premier ministre. C'était à Dijon où vous en parliez, il a annoncé la fin du RSI, du régime des indépendants. Mais c'était important aussi donc de se rendre dans ce salon de coiffure. On avait vu beaucoup d'hommes politiques y aller pendant la campagne présidentielle. Souvenez-vous du salon mondial de la coiffure. Et pourquoi ? Eh bien parce que les coiffeurs, ce sont souvent des relais d'opinion. C'est important pour faire passer des messages. Il y en a plus de 83 000 salons de coiffure pour 95 000 salariés et un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros, sont des données de 95, donc ce n'est pas du tout négligeable. Je crois qu'ils sont 170 000 aujourd'hui. On avait leurs représentants sur le Ah ben plateau. voyez, Il y a en 2 ans, ça a augmenté. quelques minutes, qui étaient d'ailleurs aux côtés d'Édouard Philippe. Ce matin, vous nous faites entendre des voix ce soir, une voix en tout cas. The Voice, la voix The du Voice. soir. François Hollande. On n'a pas le générique. Non, mais... on n'a pas le générique. C'est François Hollande, on ne sait pas si on appuie sur le buzzer ou pas. François Hollande qui était à la radio, court extrait, on va l'entendre dans un instant. Mais pourquoi ? Eh bien parce que ce soir, il prenait officiellement ses fonctions à la tête de La France s'engage. C'est sa fondation. Il a d'ailleurs tweeté un peu plus tôt. Il devient le président de La France s'engage, qui était un label déjà qu'il avait initié en tant que président de la République en 2014. Donc sur l'innovation, le social, c'est un petit peu les thématiques qu'abordera cette fondation. Et quand on l'interroge en lui demandant « Et votre bilan, monsieur le président de la République, avant, après, vous en ferez quoi ?» Écoutez ce qu'il dit. J'aurais à revenir là-dessus, là aussi, ne soyez pas pressés. Et chaque chose doit se faire en son temps. Et lorsqu'il s'agira de regarder ce qui a été fait, ne vous en faites pas, vous me trouverez comme interlocuteur. Voilà, il est toujours là. Hein. Oui, on ne va pas l'oublier apparemment. Non, mais il avait déjà dit qu'il ne se laisserait pas oublier. Ce ne sont pas les hommes du président dont on parle, mais les hommes de demain. Oui, car les hommes et les femmes de demain, on pourrait dire, ils seront nombreux à se réunir à Trouville. C'est en tout cas ce que souhaitent les constructifs, puisqu'ils se donnent rendez-vous demain et après-demain pour évoquer la rentrée parlementaire, les grands textes, ce qu'ils vont faire. Hein. Vous savez, ces constructifs, c'est notamment ceux qui sont issus des rangs des Républicains, mais qui sont parfois d'accord avec la politique du président de la République. C'est Macron compatibles, et ils vont aussi envisager leur avenir. Certains disent pourquoi pas créer aussi directement un parti, pourquoi pas aussi avoir un vrai groupe parlementaire au Sénat. On le sait, il y a les élections sénatoriales, donc ce sont tous ces thèmes qui seront abordés pendant 2 jours. Et puisque nous en sommes à demain, on va poursuivre et terminer avec votre bloc-notes. C'est l'agenda France Insoumise et la CGT. Les représentants du parti de Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez se donnent rendez-vous à l'Assemblée nationale pour discuter, vous le savez, avant les grandes manifestations du mois de septembre. Emmanuel Macron, lui, se verra remettre un rapport sur la condition des militaires. À mon avis, ça fera beaucoup parler. Et puis, Édouard Philippe, on en discutait il y a quelques instants, lui va lancer la campagne des sénatoriales de la République En Marche, et ce sera au QG du parti demain. Donc, d'ici là, très belle soirée. À vous aussi, Julien. Merci beaucoup. On aura encore de la matière, évidemment, pour vous retrouver demain. Vous en parliez de cette drôle de demande d'Emmanuel Macron aux propriétaires. Elle fait réagir ce soir. On l'a entendu, Emmanuel Macron. On va le réécouter. On écoute également le président de la FNAIM. Je n'ai jamais entendu quelqu'un féliciter l'État des 5 € d'augmentation il y a quelques années des mêmes APL. Pour une raison simple, les propriétaires avaient augmenté de 5 € le loyer. J'ai été surpris du silence collectif de ne pas appeler les bailleurs sociaux, les propriétaires à baisser de 5 € le prix du logement. C'est ça, la responsabilité collective.
C'est ça ce qu'il faut faire à partir du 1er octobre. J'appelle publiquement tous les propriétaires à baisser de 5 € le loyer par mois, si on veut accompagner les locataires. L'État n'a pas à payer tout. C'est considérer que les propriétaires bailleurs sont tous les mêmes, qu'ils ont tous les mêmes avantages, que sont tous des rentiers, au moment où les taxes foncières augmentent fortement, où la CSG va augmenter fortement également, où l'impôt ISF va concerner que l'immobilier. C'est demander encore un effort aux propriétaires. Certains propriétaires, et je pense par exemple aux grands bailleurs sociaux, ont des équilibres financiers qui ne leur permettent pas de décider comme ça, d'une façon unilatérale, du jour au lendemain, de baisser le montant des loyers. C'est trop facile, ça relève vraiment d'une maladresse. Maladresse, alors on comprend bien que ce n'est pas parce que le président demande que les choses vont forcément se faire. Nous, on va s'interroger, Renaud, sur cette façon assez inhabituelle quand même, d'apostropher une catégorie de citoyens, comme pour les appeler à la rescousse en leur disant, voilà, nous, on ne peut plus faire grand-chose, aidez-nous. C'est très intéressant, cette sortie étonnante d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Le président a toujours dit qu'il avait une pensée complexe, et là, on en a un cas d'école, pensée complexe qui évidemment fait réagir les uns les autres, que ce soit à droite comme à gauche ou même les professionnels. Certains se disent, mais sur quelle planète vit Emmanuel Macron? Est-ce que franchement les propriétaires vont, de leur propre chef, baisser de 5 € leur loyer pour compenser la baisse des APL, c'est-à-dire une mesure maladroite du gouvernement? D'autres disent, mais finalement, si le président de la République veut baisser le loyer, il n'a qu'à encadrer les loyers. Ça, c'est les communistes. Qu'il fasse une loi pour encadrer les loyers. Il existe une loi pour encadrer les loyers. C'est la loi Allure. Exactement, mais les communistes veulent qu'elle soit encore plus sévère. Bref, chacun y va de sa proposition législative, la loi. Et Emmanuel Macron, il répond pas par la loi, il répond par le contrat, une forme de contrat. C'est ce en même temps. Et ce en même temps, et certains députés macronistes essayent de le défendre aujourd'hui de façon compliquée, c'est de dire on libère l'énergie, je libère les énergies, je prends des mesures qui peuvent paraître libérales, mais en même temps, lorsque l'État a trop besoin d'argent et qu'il y a des urgences budgétaires, c'est le cas parce qu'il veut respecter les 3% d'ici la fin de l'année, eh bien, oui, une catégorie de Français, en l'occurrence pas ceux qui sont les plus nécessiteux, peuvent aider à un moment donné pour essayer de compenser les pertes de l'État. C'est une proposition qui, à mon avis, aura peu de chances de réussir, mais qui, en tout cas... Ça n'a pas l'air très bien parti, mais je suis libéral, mais je peux aussi appeler à la solidarité. Exactement, on libère les énergies, mais on sécurise lorsqu'il y a une urgence. Mais ça montre quoi? Ça montre que, en tout cas, cette augmentation des APL décidée au mois de juillet, comme ça, sans concertation, pour trouver 140 millions d'euros, c'est un sparadrap que traîne le gouvernement. Il ne sait pas comment s'en défaire. Et donc, le président Macron a eu cette idée originale, mais en tout cas qui fera, à mon avis, couler encore de l'encre, parce que c'est cette pensée complexe. Est-ce que vous avez retrouvé des précédents? Est-ce qu'on a déjà demandé, je ne sais pas moi, une autre catégorie, quelle qu'elle soit, on a besoin de temps, aidez-nous et complétez à notre place? Non, c'est vraiment nouveau et ça me fait penser à l'interview qu'Emmanuel Macron a donnée dans Le Point cette semaine, cette longue interview, cet entretien, ce sort de manifeste politique. Et pour ceux qui s'intéressent vraiment à la politique, il faut le lire. Parce qu'il y a cette philosophie qui est bien expliquée d'Emmanuel Macron. Il dit qu'il n'est pas là pour apporter toujours des bonnes nouvelles. Il trace sa ligne sans regarder les sondages et lorsqu'il y a un problème, eh bien, il va essayer de trouver une solution qui peut paraître novatrice, qui peut paraître ridicule, qui peut paraître démago, qui peut paraître infaisable, mais dans ce cas-là, il dit, franchement, c'est pas à l'État de tout faire. Et c'est une sorte de non-langue de bois, de paroles assez cash qui peut surprendre, mais il le dit, et il le dit aussi dans Le Point. Pendant 30 ou 40 ans, on a dit aux Français, finalement, que l'État pouvait. Aujourd'hui, on est surendetté. Donc, quand il y a un problème, je vous le dis, eh bien, il faut mettre la main à la pâte. Le problème, c'est que lorsque toutes les réformes sont bien organisées, ça passe. Mais là, quand il y a des couacs comme ça, certains peuvent dire c'est un peu fort le café, après nous demander de mettre la main à la poche. Il y a une autre mauvaise nouvelle dans le courant de l'été, elle concernait les collectivités territoriales, avec l'annonce en tout cas d'une baisse de budget. Elles sont très inquiètes à l'idée de devoir se serrer la ceinture. Et puis finalement, on va écouter ce que disait Christophe Castaner ce matin, le porte-parole du gouvernement. Moi, je prends un engagement devant vous au nom du Premier ministre Édouard Philippe. C'est de faire en sorte que, alors que depuis 2010, systématiquement, chaque année, les dotations globales de fonctionnement, c'est-à-dire l'argent de l'État vers les collectivités locales baissaient, cette année, ça ne baissera pas.
C'est une bonne nouvelle, ça. Je vous le dis, parce que c'est un engagement fort de faire en sorte que le partenariat avec les collectivités se fasse dans la clarté et pas dans un financement à travers des emplois aidés dont on se fiche totalement du sort, du devenir des femmes et des hommes qu'on embauche. C'est ça la réalité. C'est la journée du grand rattrapage ce mardi 5 septembre, non ? Exactement, Hélène. On voit que, et sur le logement qui coûte extrêmement cher et qui a été mal préparé cette mesure au mois de juillet, et sur la baisse des dotations, sur cette suppression des emplois aidés, entre parenthèses, suppression des emplois aidés, le gouvernement hérite de ce qui a été décidé sous le précédent gouvernement. Eh bien, on voit que le gouvernement court un peu après le réel. Il y a eu tellement de baroufs cet été, des élus locaux, de toutes sortes, y compris, je peux vous le dire, de députés ou d'élus locaux En Marche qui sont revenus fin août en disant « là, c'est pas possible, il va falloir lâcher un peu de lest », que le gouvernement veut prendre le temps de la concertation. Il y a une sorte de recul, pas de volte-face, mais de recul, un petit peu pour essayer de dire on a compris, on ne peut pas tout faire, et dans ce cas-là, eh bien, le porte-parole du gouvernement veut éteindre cet incendie parce qu'il y a tellement de réformes qui sont annoncées depuis 10 jours qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Ce qui est très étonnant, Renaud, c'est qu'il y a des réformes a priori très impopulaires, je pense à la loi travail, les ordonnances, qui semblent, on verra ce que donnent les mobilisations dans la rue, mais pour l'instant, on a l'impression que c'est passé comme une lettre à la poste, et puis d'autres qui provoquent comme ça la colère des uns parce qu'elles semblent sorties du chapeau. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout... Ça montre, mais si... Quand on arrive à ne pas mettre les syndicats dans la rue, parce que c'est vraisemblablement ce qui va se passer à l'exception de la CGT, comment on arrive à se mettre les collectivités territoriales à dos ? Mais c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment sur la façon de diriger un gouvernement, la façon de diriger un pays surtout, et de mener des réformes ou de transformer, parce que paraît-il, c'est le mot à la mode. C'est qu'effectivement, on voit bien que lorsque les réformes ont été préparées en amont, expliquées pendant la campagne électorale, je peux vous dire que la réforme du Code du travail, les proches de Muriel Pénicaud y travaillaient pendant la campagne électorale déjà ce qu'elle allait être fait cet été. Et bien là, on voit que les choses fonctionnent plutôt bien. On verra dans le détail. La réforme du RSI, on en parlait tout à l'heure, avec le président des chambres artisanat. Eh bien, cette réforme du RSI, pareil, elle a été expliquée pendant la campagne, elle a été très bien préparée, et dans ce cas-là, ça fonctionne. Mais lorsque vous êtes dans ce qu'on appelle la seringue budgétaire, que vous avez 4-5 milliards d'euros à trouver d'ici le 31 décembre pour respecter les critères, il y a des mesures d'urgence à prendre. Il y a des mesures d'urgence. Dans ce cas-là, le gouvernement n'a pas le temps de la pédagogie. Dans ce cas-là, il doit mettre des rustines, il doit avoir des idées un petit peu, certains diront saugrenues, comme celle d'Emmanuel Macron, l'appel au proprio pour essayer de renflouer finalement les caisses de l'État. Ça montre qu'il faut, pour pouvoir bien réformer et transformer un pays, expliquer et surtout, lors des campagnes électorales, travailler les réformes en amont pour qu'elles soient comprises et bien préparées, y compris dans les cabinets ministériels. Et c'est à mon avis ce qui n'a pas été fait pendant 15 ou 20 ans. On ne préparait pas assez bien les réformes pendant les campagnes électorales et du coup, eh bien, les choses fonctionnaient mal, y compris dans les cabinets ministériels et au sein du gouvernement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'appelle la démonstration par l'exemple. On va revenir à la politique, on va à l'Assemblée avec un affrontement à distance, mais aussi par médias interposés pour deux partis pour une seule place, celle d'opposant numéro 1. Le Front National, moi j'ai toujours dit que c'était quelque chose qui ne servait à rien, donc il le démontre. Alors j'ai trouvé qu'on était très bienveillants à leur égard dans la presse, parce qu'ils sont là-haut 7, ils n'utilisent aucun de leurs droits de parlementaire. Ils pourraient intervenir sur tous les amendements, sur tous les articles de la loi travail, on les a jamais entendus. J'ai dans mon quartier un petit caniche qui aboie très fort. Il se trouve que c'est pas le meilleur pour défendre le quartier. Eh bien c'est un peu ça. Jean-Luc Mélenchon, il a une obsession, c'est renverser le gouvernement. Nous on a une autre obsession, c'est de défendre les Français. Alors pour l'instant, Mélenchon veut être le seul et l'unique, ça fonctionne. Ah, pour l'instant, ça fonctionne. Ça fonctionne, il n'y a que la France insoumise qu'on entend à l'Assemblée. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça peut durer ? Alors, tout dépend effectivement de la rentrée parlementaire. On va voir si les députés du Front National, effectivement, sont plus actifs, savent se faire entendre mieux, y compris Marine Le Pen, qui est députée, mais qu'on a finalement peu entendue au mois de juillet. C'est vrai que pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon, il a un boulevard, et du coup, maintenant, son leitmotiv, c'est de dire que le Front National ne sert à rien parce qu'il veut, et il le dit à peine en coulisses, récupérer une partie de l'électorat du Front National qui est plutôt de gauche radicale, et qui veut lutter contre le gouvernement. Ça pourra réussir, effectivement, si le Front National persiste dans sa crise, et si la droite également persiste dans la crise. Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon, il essaye, et on le voit dans ses appels à manifester, y compris il en appelle à Benoît Hamon, à tout le monde, c'est
Tout le monde me suit, je suis le seul face à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il pense que le quinquennat n'ira pas jusqu'au bout. Il voit des élections anticipées. Il se voit au pouvoir. Il se voit déjà au pouvoir. Donc il joue cette carte-là d'essayer d'être en amont d'une crise politique à venir. Mais attention, les oppositions vont se reconstruire. En tout cas, Marine Le Pen ne va pas se laisser comme ça, me semble-t-il, pendant des mois. Et les cadres du Front National, se faire tondre la laine sur le dos en termes de chef de l'opposition. D'ailleurs, le réveil, on a l'impression qu'il a sonné. Hein, ça y est, pour les cadres et les représentants du Front National. Alors peut-être un peu plus tard que pour leurs petits camarades des autres partis politiques, mais ils étaient deux notamment aujourd'hui sur nos différents plateaux, notamment Florian Philippot. De retour donc, ces cadres du FN après un mois de silence. Est-ce que cela a suffi à apaiser les tensions? On va écouter d'abord le député Sébastien Chenu et puis donc Florian Philippot, invité tout à l'heure de David Pujadas. Moi, je crois que Marine Le Pen dispose d'une énorme cote d'affection chez ses militants, chez ses adhérents. Vous savez, parce que derrière ça, il y a la question du débat. Moi, je dis les choses telles que je les pense. Marine Le Pen a assumé le fait d'avoir manqué ce débat, d'avoir loupé, c'est ce qu'elle avait dit. Débat entre deux tours. Vous savez, je crois qu'il vaut mieux dans la vie louper 2 heures de débat que louper un quinquennat. La refondation, elle oppose ceux qui voudraient qu'on ne parle que d'immigration, d'insécurité et d'islamisme, qui sont des sujets fondamentaux, dont je parle régulièrement et qui sont des drames pour la France, à ceux, et j'en fais partie, qui pensent qu'on doit être un mouvement qui parle de tout, un grand parti de gouvernement qui doit parler aussi d'école, aussi d'écologie, aussi de santé, aussi d'emploi, de services publics, etc., de l'avenir des retraites. Bon, c'est pas encore réglé, hein, tout ça. C'est pas réglé et c'est très intéressant. Hein, c'est pour ça qu'on vous a montré ce double extrait. D'un côté, Sébastien Chenu, plutôt proche de Marine Le Pen, qui dit que finalement, il n'y a pas trop de problème et que Marine Le Pen, elle garde son leadership. Marine Le Pen qui est jeudi soir aux 20h TF1, qui fait sa grande rentrée ce week-end à Brachet. Et juste après, on a Florian Philippot, pour le coup, chez David Pujadas, qui n'est pas dans la langue de bois et qui dit qu'effectivement, il y a un débat au sein du Front National. Certains parlent de crise entre deux lignes. Ceux qui considèrent qu'il faut être toujours dans l'immigration, la sécurité, certains diraient d'extrême droite, et puis Florian Philippot, qui a monté son association Les Patriotes, qui veut lui élargir vers un grand mouvement de gouvernement et parler de tous les sujets. Évidemment, les opposants à Philippot au FN, ils se disent « Florian Philippot, il est ambitieux, il veut se mettre à son compte », y compris, il prépare l'après Marine Le Pen. Donc on voit que les problèmes ne sont pas encore réglés. Et Florian Philippot, ce soir, chez David Pujadas, a été assez cash et il a mis les points sur les lignes en critiquant ses adversaires internes. Il nous reste moins d'une minute chrono, mais il faut quand même en parler. C'est un jour un candidat chez les Républicains. Le tout dernier déclaré, c'est Maël de Caerlan, un jupéiste. Ils sont 6 désormais, 6 dans une bataille qui ne ressemble pas tout à fait aux précédentes. Exactement, cette bataille pour la tête du Parti des Républicains, on pourrait dire la droite est en décomposition, c'est pas intéressant. Mais si, c'est passionnant cette bataille pour prendre le Parti des Républicains, parce que vous savez, en 2012, il y avait eu une bataille. Nicolas Sarkozy... en 2016 également, il y avait une bataille, Nicolas Sarkozy candidat, et dans ce cas-là, les candidats étaient plutôt quinquas ou sexagénaires. Regardez-les, ils sont jeunes, le rajeunisme également à droite. Je vous dis les âges, en vrac, 37 ans, 39 ans, 39 ans, 39 ans, Laurent Wauquiez, 42 ans, Julien Aubert, 44 ans, l'aîné, 53 ans. C'est une bataille de jeunes, le renouvellement générationnel, il est en marche à droite, et on verra, il y aura peut-être des surprises. Vous savez, il y a eu beaucoup d'élections, on a toujours donné le vainqueur. Laurent Wauquiez va devoir se battre pour cette élection. Et on verra si demain, il a encore un adversaire supplémentaire. Ils sont 6 pour l'instant, candidats à la présidence du parti Les Républicains. Merci beaucoup Renaud, à demain. Vous restez avec nous dans un instant, c'est le journal de 22h sur LCI.